Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai sélectionné donc 18 questions que je vais répondre en fait correspondant à l'actualité du business Amazon FBA. Alors les réponses à cette question en fait rendent compte de la dynamique de ce business actuellement, c'est-à-dire comment il évolue actuellement par rapport par exemple au problème de chaîne d'approvisionnement, par rapport au problème de plusieurs comptes vendeurs, des comptes suspendus sur Amazon. Qu'est-ce qu'on a aussi par rapport à la limitation de crise de l'expédition, par rapport à la méthode de l'approvisionnement en stock, par rapport au code barre à utiliser, alors, etc., etc. Alors, assurez-vous déjà donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes vraiment intéressé par l'actualité du business Amazon FBA et si vous êtes plus particulièrement intéressé par des questions traitées dans cette vidéo, eh bien je vous invite à regarder surtout le timeline, c'est-à-dire à la chronologie de cette vidéo, c'est-à-dire par exemple à 7:21 je vais parler du fournisseur, etc., etc. Alors cette chronologie est disponible en description de cette vidéo. Je vous invite fortement à cliquer dessus si vous êtes intéressé par un thème particulier sur Amazon FBA. Alors, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Alors, je m'appelle Dailymax. Bienvenue pour les nouveaux sur cette chaîne. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, je vous invite aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des vidéos de qualité. Ensuite, si vous êtes intéressé donc à approfondir le business Amazon FBA, je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer ce business à succès. Maintenant, nous allons aborder la première question. Alors, quel est le prix à privilégier pour vendre mon produit cette année? Alors, considérant ici les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Donc, effectivement, je comprends cette question parce que il faut répercuter sur le prix de vente du produit les dépenses liées à la chaîne d'approvisionnement qui n'a pas arrêté d'augmenter donc depuis 2020. Et effectivement, chaque année, on a l'impression qu'il faut aller toujours plus haut pour le prix de vente. Et la raison principale en fait pour cette année n'est pas seulement de la stratégie, mais aussi de l'inflation. Et en tant que vendeur, en fait, cette année, nous avons pris le gros des problèmes d'expédition. Vous savez, nous n'avons pas été, par exemple, en mesure d'augmenter notre prix de 5-10 euros sur chaque produit. Mais nos frais d'expédition, en fait, ont augmenté de façon astronomique. Donc, naturellement, l'inflation s'accélère maintenant où nous devons facturer plus pour rester en affaires. Donc, il recommence à maintenant retrouver son équilibre. Il était vraiment hors de son équilibre donc ces 2 dernières années. Alors voilà ce qui va se passer. Je dirais que je vais viser ici, donc là depuis quelques mois déjà, un produit avec un prix de plus de 25 euros, même limite un prix à plus de 29,99 euros comme cible. Alors, rappelez-vous que vous pouvez aussi commencer à 30 euros, puis passer à 35 euros, donc de prix de vente du produit. Vous pouvez aussi commencer à 35 euros et puis passer à 50 euros au fil du temps. Mais je vous recommande absolument d'absorber surtout ces frais donc des chaînes d'approvisionnement et aussi les frais FBA qui sont rattachés à ces frais-là, donc pour mieux démarrer le business Amazon FBA, d'accord? Ensuite, deuxième question, puis-je créer plusieurs comptes vendeurs en utilisant le même nom de titulaire de compte, numéro de téléphone, compte bancaire ou recommandez-vous de les modifier? Donc ici, la chose la plus importante que je dirais, c'est de faire attention à avoir plusieurs comptes vendeurs. Alors, posez-vous cette question. En avez-vous vraiment besoin? Alors, ce serait mon autre question, car Amazon surveille actuellement ses activités donc de création de compte vendeur et il surveille particulièrement en fait ces activités de 2 manières. Alors, ils utilisent en fait votre adresse IP Internet. Alors, ils ne veulent pas que quiconque ait plus d'un compte vendeur pour un marché spécifique. Donc, en d'autres termes, en fait, vous pouvez certainement avoir un compte en Europe, un compte en Amérique du Nord, un compte à Singapour,
vous pouvez le faire à coup sûr, mais ils ne veulent pas que vous ayez 2 comptes pour l'Europe, par exemple. Et il y a 2 façons de procéder si vous en avez besoin. Alors, premièrement, vous pouvez contacter Amazon et dire « Je dirige 2 entreprises différentes. Donc, voici mes sociétés SARL ou mes sociétés anonymes. J'ai un réel besoin d'avoir 2 comptes vendeurs pour vendre mes 2 marques sur Amazon. » Et ils vous accorderont en fait cet accès selon votre profil. Alors, l'autre façon de le faire est de ne pas contacter Amazon. Et vous utilisez certainement une adresse mail différente. Alors, comme beaucoup de ces détails que je vous avais énumérés ici, alors ça doit être, tous ces détails-là doivent être différents. Alors, comme cela, en fait, Amazon ne voit pas le lien. C'est la clé. Et certaines personnes, en fait, vont jusqu'à utiliser différents ordinateurs portables et différentes connexions Internet. Mais je vous préviens toujours que cela devient très complexe et que vous allez probablement, en fait, effectuer une erreur quelque part et vous connecter aux mauvais ordinateurs portables. Alors, ça devient assez tendu, mais je pense que maintenant, cette histoire est un peu trop médiatisée et je n'assume aucune responsabilité pour les comptes vendeurs multiples ici. Autre question. Alors, pensez-vous que nous, donc en tant que vendeurs, pouvons faire quelque chose pour au moins limiter la crise de l'expédition? Donc, en termes en fait de crise actuelle, donc c'est surtout je parle ici de crise maritime. Je voudrais traiter en fait la première partie ici. Alors, ce qui se passera, c'est que certains vendeurs cesseront de vendre certains produits de leur catalogue. C'est ce qu'ils feront parce que vous savez, c'est trop dur, ça ne peut pas être rentable, d'accord? Les autres vendeurs vont y aller, d'accord? Je vais le faire, mais les coûts d'approvisionnement ne vont pas baisser significativement et moi, je dois être rentable. Alors, je vais augmenter mes prix. Sinon, pourquoi le faire? Et c'est ce qui va arriver. Donc, du coup, les prix vont monter en flèche. Et donc, les clients doivent le supporter. Et puis, la balance coût, donc coût produit, prix de vente reviendra à l'équilibre. Et les clients devraient payer plus cher à cause de ces frais de port. Et ou d'une manière ou d'une autre, cela reviendra aux compagnies maritimes en fait, où le prix doit changer. Alors, l'inflation est réelle et vous savez, les prix ont augmenté à cause de l'inflation. Et je pense que cela entraînerait aussi une réglementation plus stricte sur le transport maritime, ce qui réduirait les frais d'expédition et la capacité de nos entreprises à faire des bénéfices et à faire baisser les prix pour les clients. Mais jusqu'à ce que cela se produise, nous devons attendre. Je pense que d'ici le milieu de cette année, alors les frais d'expédition vont diminuer pour se rapprocher de la normale. Autre question, comment trouver un bon fournisseur et quelle est la meilleure méthode pour s'approvisionner en stock? Alors, trouver un fournisseur, cela dépend. Donc, si vous voulez améliorer vraiment un produit, vous créez de nouveaux aspects de conception, optez pour un fabricant plutôt qu'une société commerciale. Ce sera plus rentable en fait et vous pouvez faire plus de changements plus facilement. C'est la première chose. Donc, société commerciale contre fabricant, d'accord? Ils sont répertoriés sur Alibaba sous le nom de business type ou type d'affaires. Alors, deuxièmement, n'utilisez que les fournisseurs avec une assurance commerciale, car cela va vous permettre en fait de payer le fournisseur avec cette assurance, ce qui, à mon avis, est la meilleure façon en fait de payer un fournisseur, en particulier lors des premières commandes, d'accord? Car cela vous donne en fait beaucoup de support. Et vous pouvez même en fait rédiger vous-même le contrat d'assurance commerciale sur Alibaba, mais ce sont les choses principales. Donc, autre question, quelle est la différence entre UPC, EAN et GTIN? Donc, GTIN en fait, c'est ce qu'on appelle le numéro d'identification commerciale mondiale, donc d'un article en vente dans le commerce. Et donc, aux États-Unis, une version de GTIN est appelée UPC. Et en Europe, en fait, une version d'un GTIN est appelée EAN. Donc, c'est un numéro d'article européen. Alors qu'un UPC est un code de produit universel. Donc, UPC, EAN, ce ne sont que 2 types de GTIN. Maintenant, autre question, pourquoi devrions-nous choisir un produit ici donc à 25 € ou plus? Il y a
une vidéo dans laquelle en fait j'ai même suggéré de choisir en fait un produit à plus de 35 euros, donc 34,90, même à 39,90. En fait, certains frais de logistique Amazon vous seront facturés. Alors, il faut en être conscient. Disons que votre produit est de cette taille, donc c'est la télécommande universelle, d'accord? Et lorsque vous l'envoyez en fait dans les entrepôts d'Amazon, chaque fois que quelqu'un achète à partir de votre listing, FBA va aller dans l'allée, choisir cet article, l'emballer et l'expédier au client. Donc vous n'avez rien à faire. Mais pour cela, il vous facture en fait des frais FBA. Donc disons que pour cette taille de produit, les frais FBA sont de 3 euros, d'accord? Ensuite, si vous vendez ce produit donc pour 20 euros, vous aurez une bien petite part du gâteau que si vous le vendiez par exemple à 25 euros. Et cela vous absorbe les frais de vente aussi, qui s'élèvent à donc 4 euros à peu près. Et cela vous laisse donc plus de profit. Mais de la même manière, l'expédition internationale pour cette taille de produit est toujours basée sur le volume et la taille. Donc encore une fois, disons que c'est comme ici, donc 2 dollars par unité lorsque vous le calculez. Et encore une fois, c'est un coût fixe basé sur la taille, pas sur le prix. Et donc, avec un prix plus élevé, vous tirez parti de ces coûts fixes qui ne changent pas. Bon, si cela a du sens, et cela vous laisse en fait plus de profit. Au prix plus élevé, en fait, vous avez aussi moins de concurrence, d'accord? Alors, prochaine question, est-il possible en fait de réussir le lancement d'un produit sans utiliser en fait les tactiques de Black Hat? Alors, bon, les tactiques de Black Hat concernent par exemple à acheter des avis clients sur une plateforme en fait pour Amazon, c'est-à-dire donc payer des personnes pour laisser des avis sur sa page produit. Alors, il est vraiment possible de réussir ce lancement sans utiliser ces tactiques de Black Hat, d'accord? Et ma tactique de lancement préférée reste toujours le CPC. Alors, il faudrait toujours récolter d'abord quelques avis clients, c'est-à-dire quelques commentaires avant de lancer une campagne publicitaire CPC, donc coup par clic sur un produit, d'accord? Ensuite, une autre chose dont je voudrais parler très bientôt, donc ce sont les influenceurs. Je pense que nous, en fait, en tant que vendeurs, nous sous-utilisons, sous-estimons en fait l'utilisation du marketing d'influence. Alors, bon, le terme influenceur, en fait, est actuellement un excellent moyen pour vous d'entrer en contact avec un public ciblé. Et c'est la clé. Donc, nous allons aussi en parler davantage. Et ce n'est pas une tactique de Black Hat non plus. Mais vous avez aussi donc d'autres tactiques telles que le club des testeurs ou Amazon Vine. D'accord? Autre question. Alors, l'impression de code barre EAN est-elle requise sur chaque emballage d'un produit pour expédier par Amazon? Donc, non. Si vous faites en fait du FBA, donc Fulfillment by Amazon, expédié par Amazon, il y a deux options. Lorsque vous répertoriez le produit et même dans le plan d'expédition, vous verrez que vous pouvez choisir en fait le code barre Amazon ou le code barre fabricant. Alors, le code barre Amazon est ce que vous allez probablement choisir le plus. C'est votre FNSKU. Donc, cela signifie que chaque unité a un FNSKU dessus. C'est un code barre Amazon. Et donc, si vous choisissez le code barre fabricant, ce sera un code GTIN comme un code EAN en Europe ou UPC aux États-Unis. Et c'est ce qui va être imprimé sur le produit. Alors, mon conseil est de toujours choisir le code barre Amazon et d'utiliser le FNSKU, d'accord? Mais maintenant, cela dépend de vous. Alors, soyez juste très prudent d'avoir plusieurs codes barres sur un produit. Amazon n'aime pas ça. Ils veulent en fait que vous couvriez les codes existants avec leur seul code, que ce soit du NFNSKU ou de GTIN, d'accord? Bon, alors, prochaine question. Les principaux mots-clés de mon produit ont un faible volume de recherche. Alors, si je modifie le titre de mon produit en utilisant en fait de nouveaux mots-clés qui génèrent un volume de recherche plus élevé, mon classement pour les nouveaux mots-clés sera-t-il poussé vers des pages éloignées, carrément les bas de page, les bas des résultats de recherche, ou vers carrément des pages 5 ou pages 6? Alors, oui,
car vous devez maintenant classer et réaliser des ventes sur ces mots-clés. Mais comment? Alors, la clé ici est que si vous avez déjà ces mots-clés sur votre listing, eh bien, vous apparaissez peut-être déjà sur les pages de résultats. Ce n'est peut-être pas dans votre titre, mais vous les avez ailleurs, d'accord? Et si tel est le cas, vous êtes peut-être déjà en train de vous classer pour ces mots-clés et réaliser des ventes pour eux, d'accord? Donc, alors, vous ne verrez pas en fait un changement radical. Mais s'il s'agit de nouveaux mots-clés, vous les avez nulle part sur le listing, alors oui, vous ne serez pas aussi bien classé pour ceux du début, d'accord? Alors, comment ça marche? Alors, disons que pour votre mot-clé, et bon, votre mot-clé principal est cette télécommande noire, d'accord? Si quelqu'un tape ce mot-clé, donc télécommande noire, et votre listing apparaît, et le client donc achète votre produit, bon, plus les clients l'achètent, plus votre produit est élevé dans les résultats de recherche. Et c'est comme ça que ça marche. C'est simple. Donc, si vous n'avez pas ce mot-clé dans ce listing, vous n'allez pas pouvoir vous classer pour ce mot-clé. Et les gens ne trouveront pas votre page produit lorsqu'ils vont effectuer une recherche. Et bien sûr, alors, vous devez être trouvé et faire plus de ventes pour ces mots-clés, d'accord? Prochaine question. Comment puis-je savoir si un produit porte une marque? Si c'est le cas, puis-je modifier légèrement le design sans avoir de problème? Maintenant, il s'agit de deux choses différentes. Vous avez des marques de commerce. Maintenant, la marque protège un nom de marque, d'accord? Alors, disons que cette chose, est mon nom de marque. Comment vendre sur Amazon? Disons que c'est mon nom de marque. Alors, je voudrais déposer ce nom. C'est une marque verbale. Bon, c'est ce qu'ils appellent en fait une marque verbale. J'ai une protection sur ce nom. Cette marque, c'est une marque de commerce. Et je peux mettre ça sur mon produit. Les gens savent que c'est mon produit. Et pour les clients, en fait, ils peuvent voir la différence entre mes produits et ceux de mes concurrents. Car ils savent, d'accord, ça c'est Apple. Donc il s'agit d'un produit Apple. Ce doit être en fait un très bon produit. C'est l'avantage en fait de l'image de marque. Ils utilisent en fait des marques de commerce. Sinon, je ne pourrais simplement mettre une pomme dessus. Je ne pourrais pas mettre une pomme dessus et vous savez la contrefaire. C'est donc l'avantage. Les gens, en fait, utilisent la marque comme un moyen de se différencier et vous le mettez sur votre produit. Alors, légalement, vous pouvez alors empêcher les autres d'utiliser cette marque. Donc, cela ne signifie pas que quelqu'un ne peut pas utiliser votre marque, mais cela signifie que s'il le fait, vous pouvez alors le combattre. Bon, vous pouvez juste envoyer, par exemple, une lettre à Amazon, disons, ou une lettre donc à cette personne ou à cette entreprise en disant « Nous détenons cette marque et nous pouvons intenter une action auprès d'Amazon à moins que vous ne cessiez d'utiliser notre marque. » Et c'est ainsi que cela fonctionne. Alors, en règle générale, si vous avez mis donc le R encerclé comme le signe de la marque déposé à côté d'un nom de marque, eh bien, personne d'autre ne voudra utiliser. Alors, au risque aussi de conséquences. Et avant d'avoir une marque déposée, je vous recommande fortement de mettre le petit TM, donc le signe TM. Cela signifie l'intention de dépôt de marque, d'accord? Et donc, vous n'avez pas encore besoin d'en avoir un enregistré. Alors, mettez cela à côté de votre nom, par exemple, et ici sur le produit, car beaucoup de gens ne connaissent pas la différence. Alors, ils penseront que TM, en fait, signifie marque déposée. Et cela va les effrayer autant que les R encerclés. Alors maintenant, ce que vous dites, c'est que si je change légèrement la conception du produit, est-ce que j'aurai des ennuis? Alors, là, ce dont vous parlez, c'est autre chose. C'est un brevet. C'est différent d'une marque de commerce. N'oubliez pas que la marque déposée sur le mot. La marque est déposée sur le mot. Alors, un brevet concerne en fait la conception d'un produit. Bon, alors disons que cette télécommande a une façon spéciale en fait de fonctionner. Disons, il a effectivement qui est dit donc qu'il est magnétique. Et vous pouvez aimer coller ceci sur quelque chose qui est vraiment utile en passant. Mais disons que cette fonctionnalité magnétique est brevetée. Donc, c'est une conception brevetée. Donc, vous devez examiner le brevet que vous obtenez, des brevets d'utilité qui sont les brevets les plus solides. Cela signifie donc
que la personne donc, protège l'utilisation de son innovation. Donc, je protège littéralement le fait qu'une télécommande peut être fixée magnétiquement à quelque chose de métallique, par exemple. C'est un modèle d'utilité. Alors, je protège l'utilisation de mon innovation. Prochaine question. Mon produit se vend à 35 euros. Alors, la marge n'est que de 3 euros par produit. Dois-je renoncer au produit? Alors, c'est vraiment, oui, effectivement, cette marge est très bas. Et si c'est votre marge bénéficiaire avant d'envisager le CPC, donc la campagne publicitaire, c'est certainement très faible. Ça va être difficile. Et vraiment, c'est à vous de décider, mais vous devez décider si cela vaut votre temps. C'est assez faible. Alors, je voudrais avoir ces trois, toujours, en fait, cette référence de 3 fois de marge, juste pour référence. Et je voudrais d'abord travailler sur, y a-t-il des moyens de faire en sorte d'avoir une marge, par exemple, bon, pour ce cas-là, de 35 euros, de marge de 12 euros, par exemple, avant d'envisager les publicités. Prochaine question. Comment obtenez-vous, en fait, les premiers avis sur votre nouveau produit? Alors, le meilleur moyen est de générer de la visibilité. Surtout si vous voulez le faire de manière organique, d'accord? Ayez simplement un excellent produit. C'est le numéro 1 et donc aussi une image principale incroyable, d'accord? Je vois trop de gens qui ont un si bon produit et je regarde leur image principale. Alors je me dis, mon gars, tu as juste besoin de le représenter. Affichez simplement la valeur sur le devant, puis diffusez des annonces publicitaires. Placez-la en tout premier et cela va vous rapporter en fait des ventes initiales, puis espérons-le des avis. Deuxièmement, vous pouvez exécuter donc le club des testeurs, donc Amazon Vine, si votre marque est enregistrée. Alors Amazon Vine est comme en fait ces groupes de discussion qui examinent votre produit pour vous. Et rien ne dit qu'ils doivent laisser un avis 5 étoiles. Donc c'est à vous de décider. Tout le monde a des opinions très différentes à ce sujet. Prochaine question, que dois-je faire lorsque le marché change et devient beaucoup plus concurrentiel? C'est à ce moment que vous devez choisir d'entrer ou de sortir sur ce marché spécifique, d'accord? Donc, je dirais ici que la clé est d'essayer de s'assurer que vous avez ce tampon, d'accord? C'est pourquoi je recommande toujours un prix de vente un peu plus élevé et une marge bénéficiaire d'au moins 40% avant d'envisager des annonces publicitaires. La raison en est que lorsque cela change, lorsque cela devient beaucoup plus concurrentiel, vous avez un peu de flexibilité pour pousser les publicités de manière plus agressive, d'accord? Et c'est la clé. C'est juste de se débrouiller. Pourquoi est-ce plus compétitif? En quoi les gens baissent-ils leur prix? Est-ce plus de concurrents? Est-ce plus de publicité? Et puis, travailler en fonction de cela. Cela, en fait, dépend en grande partie de la conception du produit. Si moi, je reste sur celui-ci une seconde, car si vous avez un produit vraiment meilleur, vous donnez aux gens en fait tellement de raisons de choisir le vôtre plutôt que le prix, les avis, voire la publicité. Donc c'est la clé. Tout commence par la conception du produit. Passez-y beaucoup de temps. Si vous passez 3 mois à concevoir votre produit, ne vous précipitez pas. Construisez un excellent produit. Pendant que tout le monde essaye de changer de prix, de changer de publicité, de changer d'image, votre produit réel vous fournit presque tout cela gratuitement. Et c'est là que ça commence. Et puis, bien sûr, il existe des stratégies supplémentaires que vous pouvez mettre en place. Mais je pense que parfois, nous le considérons trop comme un système comme... Vous pouvez recevoir un produit de Chine et vous faites simplement ce processus et vous le mettez et puis vous allez enclencher le processus publicitaire. Alors, ce n'est plus le business model qui fonctionne. Maintenant, on pense entreprise. Pensez vraiment à innovation. Pensez vraiment à construire une marque. Et comme cela, en fait, Amazon est la façon dont vous donnez votre produit au monde, de proposer une meilleure offre donc, aux clients d'Amazon. C'est une meilleure façon de voir les choses. C'est de se concentrer sur ce produit d'innovation, même s'il s'agit simplement en fait des meilleurs produits, mais concentrez-vous sur cela. Prochaine question. Alors, comment faites-vous l'analyse des concurrents sur des produits avec des variations
et comment identifier vous-même les produits qui se vendent le mieux. Alors, si une offre, donc une page produit, présente plusieurs variations, eh bien, le vendeur ne vend pas qu'un seul produit. Il en vend donc 5, 6 variations sur un seul listing. Et là, il est difficile en fait de dire lequel de ces 5 est le plus vendu. Donc, bon, c'est difficile à voir. Mais la meilleure chose que je puisse suggérer est la première. Donc, rechercher les concurrents qui ne font pas de variations. Mais bon, ils ont les 5 par exemple répertoriés séparément, d'accord? Et vous serez en mesure en fait de dire lequel se vend le mieux. En second lieu, lequel sont sur le devant de leur listing, d'accord? Par exemple, est-ce le vert, le rouge, le bleu, l'orange? Lequel sur le devant de listing sponsorisé? Lequel est sur le devant du listing sponsorisé lorsqu'ils diffusent leur publicité? Parce que ce qu'ils vont faire lorsqu'ils diffusent des publicités CPC, ils choisissent celui qui convertit le mieux comme devant, d'accord? La variation, le SKU sur le devant de l'annonce, ça va être leur cible dans leur campagne publicitaire CPC. Et une fois que les gens auront cliqué dessus, eh bien, ils les verront tous. Mais cela vous dira aussi lequel convertit le mieux. Prochaine question. Actuellement, quel est le tarif standard d'expédition au kilo, maritime ou aérien? Donc, moi, j'ai fait quelques recherches sur ce sujet car la taille des expéditions en fait a évidemment un impact important sur nous et c'est astronomique pour le moment. Mais le fret aérien de la Chine vers l'Europe coûte de 4 à 8 dollars le kilo. Alors le fret maritime en moyenne, la Chine vers l'Europe coûte entre 2 et 4 dollars le kilo. Donc cela coûte, si nous regardons les conteneurs, donc regardons un conteneur de 20 pieds, juste à titre de référence, il en coûte environ donc 10 000 dollars pour l'expédier à 20 pieds de la Chine en Europe. Et le maximum que vous pouvez charger est d'environ 25 tonnes ou 25 400 kilos. Donc 10 000 dollars divisé par ce nombre, nous avons donc ici 40 centimes de dollars le kilo, d'accord? Donc comme c'est 50 centimes de kilo par donc en eau maritime, si c'est un conteneur optimal de 20 pieds, comme bien parfaitement emballé, donc par la voie maritime en général, vous pouvez vous attendre à entre 1 dollar et 4 dollars le kilo, d'accord? Alors, prochaine question, comment expédier notre stock à petit prix? Donc, petit prix ici. La clé ici est de revoir les types d'expédition, d'accord? Donc, vous voulez en fait passer donc juste des cartons qui sont comme des boîtes de carton, en fait, pensez à envoyer des palettes, d'accord? Et plus précisément, si vous pouvez en fait passer à un chargement complet de conteneurs, ce sera d'ailleurs le moins cher car vous remplissez en fait tout ce conteneur et vous paierez le moins cher. Cela réduit aussi beaucoup de risques car le conteneur en fait n'a pas besoin d'être configuré avec toutes les expéditions des autres personnes. Il n'a pas besoin d'être ouvert, refermé plusieurs fois à la douane pour dédouaner l'envoi de chaque personne ou l'envoi de chaque entreprise. Alors il y a donc des avantages supplémentaires, y compris le temps de ne pas avoir à le faire. Alors je sais que le prix du fret maritime s'est un peu envolé à cause de la grande pénurie de conteneurs, mais l'océan est beaucoup moins cher. Donc bien sûr, notre option est de s'approvisionner localement parce que vous n'avez pas le gros envoi, ce qui peut être certainement une option. Alors, dans certains cas, il suffit de faire une analyse des coûts entre les deux et parfois, bon, ça pourrait être moins cher. À vous de voir lequel est plus avantageux. Moi, je fais toujours en fait l'approvisionnement de mon stock sur Alibaba. Alors, prochaine question, combien d'avis, donc avis clients, faut-il prendre en compte lors de la sélection des concurrents? Donc, je vais donc répondre à cela sous deux angles. J'aime rechercher des marchés où je vois des pages produits qui se vendent très bien avec moins de 100 avis clients. Donc, c'est vraiment dans cette phase d'avis, donc à deux chiffres. Donc, par exemple, 31 avis, 52 avis. Cela n'a pas le même poids que des listings avec 300 ou même 900 avis. Donc, ce que je regarde vraiment, c'est moins d'une centaine d'avis, vous savez. Donc, une bonne métrique à utiliser est sur la première page, d'accord?
Avez-vous 3 vendeurs ou plus, d'accord? 3 d'entre eux, en fait, réalisent chacun plus de 300 ventes par mois, d'accord? Cela en vaudrait vraiment la peine pour vous, mais ils ont aussi moins d'une centaine d'avis chacun, et là, c'est un très bon signe, d'accord? Et en termes de sélection de vos concurrents, je ne le ferai pas, en fait, tellement en me basant sur les avis. Et les concurrents, en fait, je choisirais ceux qui se vendent le mieux parce que vous voulez opter pour les options que les clients préfèrent le plus. Et deuxièmement, qui correspondent le mieux à la conception de votre produit envisagé. Donc, c'est à qui les gens vont vous comparer lorsqu'ils prendront la décision d'achat. D'accord? Alors, prochaine question. Les registres de marque peut-il aider à supprimer donc les pirates? Je parle ici des hijackers. Donc, ce sont les personnes en fait qui volent complètement vos ventes sur Amazon. Alors oui, le registre de marque vous donne effectivement un moyen supplémentaire de signaler cette violation. Même un moyen automatisé pour Amazon de vérifier spécifiquement la violation de votre marque. Donc ainsi, il ne vérifiera pas spécifiquement les hijackers, donc les pirates, à moins qu'ils utilisent votre marque. Mais cela vous donne en fait du contrôle sur votre listing. Et bien sûr, Amazon vous offre des options pour résoudre ces problèmes. Bien sûr, vous avez besoin d'une marque déposée, ce qui vous donnerait aussi un soutien légal en dehors d'Amazon. Alors, dernière question, comment me contacter? Alors, vous pouvez utiliser le mail dans les sections à propos de la chaîne YouTube pour toute demande commerciale. Bon, je vais aussi déposer un lien donc de mon adresse mail pour toute autre question que vous me proposez. Alors, je propose aussi un coaching individuel. Donc, cliquez sur le lien ci-dessous. Il y a un lien en fait qui va basculer en fait sur toutes mes offres de coaching. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Dans cet e-book, vous allez avoir en fait les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Je vous ai mis ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait les différentes étapes du business Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.